On a parlé il y a quelques minutes à peine avec Stéphane Caron, qui est porte-parole de Sofeu. Nous vous présentons donc cette communication qu'on a eue avec le porte-parole de Sofeu. Nous avons avec nous en visuel Monsieur Stéphane Caron, qui est porte-parole de Sofeu. Bon après-midi, Monsieur Caron. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien vous-même. Oui, ça va très bien. Alors, on a appris avec tous ces feux de forêt qu'on a eus l'été dernier, qu'on a failli toucher à une catastrophe avec deux apprentis, n'est-ce pas, qui ont été laissés à eux-mêmes et qu'à un moment donné, ils disent qu'ils croyaient que c'était la dernière journée pour eux. Et heureusement, on a frôlé seulement la catastrophe. Mais comment on explique cette situation, Monsieur Caron? En fait, c'est faux de dire qu'ils étaient laissés à eux-mêmes. Ils étaient sous la supervision d'un pompier forestier expérimenté de la Feu. C'est toujours comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que dans le cas qui nous occupe, là, on parle de combattants auxiliaires. Combattants auxiliaires, ce sont des pompiers forestiers qui viennent nous donner un coup de main, qui reçoivent essentiellement la même formation, mais qui ont moins d'expérience et qui travaillent toujours sous la supervision de pompiers forestiers de la Sorfeu qui sont, eux, très expérimentés. Dans le cas qui nous occupe, il y a eu un convoi qui était nécessaire pour aller chercher d'autres travailleurs qui étaient à l'aéroport et qui ne pouvaient pas s'en revenir par hélicoptère comme prévu à cause de la fumée. Et malheureusement, il y a eu des problèmes de communication qui ont fait en sorte là, que ce convoi de 4 véhicules a dû traverser un feu. Et naturellement, on sait à ce moment-là qu'on a avec nous deux personnes qui n'ont pas du tout les compétences et qui viennent d'arriver d'ailleurs, d'un pays d'Afrique, si je comprends bien. Et les deux étaient avec un groupe, mais n'ont pas pu suivre. Il s'est passé quelque chose de beaucoup plus précis. C'est pas les raisons pour lesquelles c'est arrivé, mais c'est la formation dont on n'a pas tenu on n'a pas tenu compte que ces gens-là n'avaient pas et vraiment ils se sont retrouvés seuls, même s'ils étaient accompagnés dans un groupe. Il se trouve qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu d'indication, ils n'ont pas eu des gens capables de les guider dans de pareilles circonstances. En fait, c'est tout à fait faux ce que vous dites. Ils ont suivi la même formation que tous les pompiers forestiers de la SOPFEU suivent. C'est une formation qui se donne généralement en 5 jours. Dans le cas qui nous occupe, elle a été donnée en 3 jours, mais elle n'a pas été raccourcie pour autant, c'est-à-dire que on a donné plus d'heures par jour parce qu'on était dans une situation où, vous en rappellerez, où cet été, on avait besoin de main-d'œuvre sur les feux. Là, on se retrouve avec des gens qui, c'est vrai, qui n'avaient pas une grande expérience, mais qui étaient encadrés par un chef d'équipe et qui, au moment des faits, ne portaient pas leurs équipements de sécurité comme il leur avait été bien mentionné dans la formation. Donc, nous, on a des vêtements ignifuges qui font en sorte que qui ne brûleront pas au feu, qui vont protéger les individus. Malheureusement, dans le cas qui nous occupe, comme ils étaient dans les camions, ils ont défait le haut de leur combinaison et au moment où ils ont paniqué, parce que c'est ça qui est survenu, hein, ils n'auraient pas dû sortir du camion. Au moment où ils ont paniqué, ils sont un d'eux est sorti sans sa combinaison correctement installée comme on lui avait montré en formation. Et il a eu des brûlures essentiellement à cause de cela. Et je tiens à vous souligner que même si au niveau de la formation, on ne leur avait pas expliqué exactement ce qu'il fallait faire dans le cadre d'un convoi, le chef d'équipe leur a dit qu'il fallait rester dans le camion. Mais vous savez, dans une situation comme celle-là, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, il peut arriver que la raison là, fasse place à la panique. Et le problème est survenu dans le fait qu'ils ont quitté le camion qui les protégeait. Parce que vous
savez, un feu de forêt, un feu de végétation, ça passe, ça ne reste pas au même endroit. Donc, le camion devient alors une protection. Alors, vous comprenez que nous, on n'est pas là pour accuser, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est voilà comment c'est arrivé. Mais il reste que si c'est arrivé, c'est justement parce que ils sont quand même des adultes responsables. On ne peut pas croire qu'ils aient fait tout ça, des démarches, des étapes qu'ils n'auraient pas dû faire, qu'ils les ont faites pour se mettre en danger. C'est tout simplement parce qu'ils ont paniqué, parce qu'ils n'ont pas eu la formation suffisante et la pratique suffisante, n'est-ce pas, pour être dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Donc, c'est une question, qu'on le veuille ou non, de formation qui est en cause au moment où on C'est se pas parle. une question de formation, c'est une question davantage, comme vous venez de le préciser, de pratique, d'expérience. Parce que la formation, c'est la même formation que suivent l'ensemble de nos pompiers forestiers. Dans cette situation-là, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu une suite d'événements qui ont culminé à ce que cet événement malheureux-là arrive. Donc, ce n'est pas juste une question de formation. Dans un premier temps, il y a eu des problématiques, puis l'enquête nous l'a démontré, des problématiques au niveau des télécommunications. Donc, on n'a pas été en mesure de rejoindre le groupe, le convoi, pour les informer que la surveillance aérienne qui devait être faite ne pouvait pas être faite. Donc, ça, c'est un premier élément là, plus large qui explique la situation parce que vous pouvez comprendre que si les communications radio avaient fonctionné correctement, le convoi aurait probablement, on ne peut pas le présumer parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut présumer que le convoi aurait fait demi-tour avant de se mettre dans cette situation-là. Or, les communications n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. L'autre élément, c'est que, et ça, c'est ce que l'enquête a révélé, parce qu'il y a eu une vraie enquête en profondeur qui n'est pas basée sur des suppositions de différentes personnes, mais plutôt sur une analyse des faits, a démontré aussi que la gestion de l'ensemble du combat autour du feu sur lequel il travaillait n'a pas été fait tout à fait comme à l'habitude parce qu'on étirait un peu les ressources que nous avions et il y a eu une certaine confusion dans les rôles et responsabilités de chacun. Donc, la SOPFEU en tire des conclusions qui vont bien au-delà de la formation parce que la formation était adéquate. Mais il y a différents éléments qui, cumulés l'un à l'autre, ont amené jusqu'à cette situation. Alors, naturellement, vous nous dites que l'équipe était composée de 3 personnes. Non, c'est un convoi avec 4 véhicules. Donc, il y avait plusieurs personnes là, dans chacun des véhicules. Et qu'est-ce qui va expliquer que ce soit ces 2 étrangers-là, entre guillemets, qui sont certainement de nouveaux arrivants ici au Québec, qui se sont retrouvés seuls? Ils n'étaient pas seuls, ils étaient à même un convoi, mais c'est pas le fait que ce soit de nouveaux arrivants ou leur origine ethnique qui explique la situation. Comme on l'a mentionné tantôt, c'était davantage un manque d'expérience parce qu'ils venaient tout juste d'être formés, mais n'avaient pas eu l'expérience sur le terrain. Et dans cette situation-là, il y a eu un élément de panique qui les a fait quitter le véhicule qui n'aurait pas dû survenir. Monsieur Caron, quelle est la leçon que le Sopfeu a tirée de cette expérience malheureuse? Comme je vous ai mentionné, il y a certaines choses qu'il faudra faire. La première, c'est certain qu'il faut revoir au niveau des télécommunications là, pour s'assurer de pouvoir maintenir des situations sécuritaires en tout temps. Puis, vous vous en douterez, les télécommunications sont stratégiques, hautement stratégiques pour assurer la sécurité. La deuxième chose, c'est l'encadrement de ces missions en général. Comme je vous ai dit, on s'est étiré un peu et on a sorti un peu de nos façons de faire habituellement au niveau de l'encadrement. On a sorti de notre logique d'action habituelle
un des enseignements, c'est qu'il ne faut pas sortir de notre logique d'action habituelle. Évidemment, il y a des choses aussi un peu plus précises qu'il va falloir faire, notamment au niveau du port de ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection, là, sur lesquels il faudra insister encore davantage, parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, des fois, quand on est dans un véhicule, on voit qu'on n'aura pas à faire face à des lampes, donc on va enlever le consommateur avisé fait très attention aujourd'hui à l'occasion de l'acquisition de biens précieux. Pour une voiture, on pense d'abord à Hyundai, la marque qui... En tout temps, quand on est sur le terrain, on doit porter les équipements de protection individuelle. Puis, évidemment, et je pense pour un combattant de feu, là, c'est un élément primordial, porter des vêtements qui résistent au feu. Oui. Et donc, quelqu'un qui n'a pas cette notion-là est loin d'être un combattant de feu, là. En fait, il faut se remettre dans leur contexte à eux. Un peu inexpérimentés. Pour eux, dans le camion, c'est comme s'ils pensaient qu'il y avait moins besoin de porter l'équipement de protection. Et là, on se rend compte clairement que non, même quand on est dans le camion, il peut arriver une situation où on doit sortir du camion. Donc, effectivement, là, il va falloir inciter auprès pas seulement de ces personnes-là, mais auprès de l'ensemble de nos gens. Mais le bilan de cette opération, de cette sortie-là, plus précisément, j'imagine que c'est pas les deux combattants qu'on a égarés pendant un certain temps, parce que il reste toujours nébuleux de savoir comment on est un groupe. Supposons qu'on soit un groupe de 5-6 et que c'est ces deux-là qui se sont retrouvés seuls et les autres étaient en groupe quand même, mais se sont protégés et n'ont pas eu de problème. Ça reste nébuleux. Je pense que l'enquête devrait le prouver. Mais comment on explique ça? En fait, il y en a un qui a quitté le véhicule et qui est parti à la course. Donc, on l'a perdu. Il s'est sauvé. Dans un état de panique, il a cru que c'était la chose à faire, alors que ce n'était pas la chose à faire. Mais on peut tous comprendre que dans une situation de panique, des fois, on pose des gestes pas toujours rationnel. Donc, il y en a un qui s'est sauvé. Dans le deuxième des cas, l'autre est sorti du véhicule, mais a tout de suite été rattrapé par le chef d'équipe qui l'a ramené dans le camion, là, et lui n'a pas été seul du tout, là, parce qu'il a été ramené dans le camion. Le combattant qui a pris la fuite à la course, lui a été récupéré par la suite, là, par les gens là, de la Société de développement de la baie James qui faisaient, on s'en souvient, là, dans ces secteurs-là, des vigies sur la route à cause de la fumée des feux. Stéphane Caron, porte-parole de Sopfeu, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, Monsieur Caron. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.